Donc voilà, et sinon pourquoi utiliser AAV encore maintenant? Je dirais ouais, c'est juste une question de voilà, j'ai plus confiance dans le risk management à la sauce AAV qui est contrôlé par des token holders, la DAO AAV, etc. Voilà, mon avis personnel c'est que c'est pas forcément idéal, mais maintenant ils sont là depuis plus longtemps, donc ils ont une légitimité certaine. Je comprends pourquoi ils réagissent. Hein. Voilà, Morpho ça a été lancé il y a 3 mois, on est déjà à plus de 1,2 milliard je crois de TVL. Bon, pour un protocole qui est si nul, c'est quand même un bon launch, moi je trouve. Tout ça nous amène au truc de layer de oui, c'est génial. Tout semble converger vers ça, même sur toutes les chaînes, même pour Solana, etc. Mais disons qu'il y a une question de timing et de raison. Pourquoi est-ce qu'on déploie sur une layer 2 plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est juste parce qu'on nous propose $1 million de grants? Ou est-ce que c'est parce que il y a un réel order flow qui va venir, qui est spécifique à une layer 2 plutôt qu'à une autre, etc. Je dirais, d'un point de vue DeFi, c'est toujours décevant. J'ai beaucoup entendu là sur les 3 derniers mois, DeFi is back, voilà, il y a de nouveau des bons C'est taux, mou. du bon levier, etc. Et tout. Je suis pas d'accord, je suis de très près l'activité on-chain, c'est toujours les mêmes utilisateurs, juste ils sont plus riches parce que les prix ont fait x2. Et je pense que le fait qu'ils bougent, c'est que peut-être qu'ils ont déjà fait toute la machine. En fait, il y a deux scénarios. Peut-être qu'ils se sont dit que Euh, c'est inévitable et voilà, autant c'est ça. l'embrace que genre d'essayer de Exactement. pushback quoi. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Cette fois-ci j'ai le plaisir de retrouver Paul de Morpho. Hello Paul, comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Bien, en bonne position avec ce petit dip sur le marché, ça va? Ouais, bah, je t'avoue que je regarde pas tant que ça les cours à mon habitude, mais je savais même pas en fait qu'il y avait un dip. Et est-ce que t'es toi-même investi sur le marché? Genre tu fais des choses quand même Très peu, ou même très très pas? très peu, Full Morpho? très très peu. Je touche très peu enfin, je suis très peu exposé même personnellement ces choses-là. Je suis juste très focus sur construire Morpho en général. Je comprends que ça prenne du temps. Je suis très content de te recevoir. D'ailleurs, merci d'avoir accepté aussi rapidement cette invitation-là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas forcément parlé, tu sais, de lending, borrowing et de DeFi pur, j'aurais tendance à dire sur ma chaîne. Et je trouvais ça un peu dommage. Du coup, j'ai commencé à faire un petit peu des podcasts à ce sujet-là, notamment avec Colton Conley de Prime Protocol. Mais je me suis dit que c'était bien de faire quelque chose aussi avec toi, parce que aujourd'hui, vous devenez quand même un acteur assez dominant. Je pense que vous avez quand même une TVL qui parle pour vous. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de mouvements sur Twitter, donc je pense que ce sera aussi l'occasion de revenir sur tout ça. Et surtout aussi d'avoir tes perspectives, tu vois, sur ce qui se passe en DeFi, sur le futur de la DeFi, sur ce qui se passe d'un point de vue instit, sur quelle est ta vision aussi de l'écosystème, tu vois, parce que j'ai l'impression que entre, allez, on va dire 2021 et 2023, 2024, on a eu quelques innovations, mais c'est resté assez paisible. Et pour autant, j'ai quand même l'impression que le fait qu'on ait une sorte d'égalité des chances en termes d'accès au prêt et à l'emprunt on-chain est assez incroyable et quelque chose qui pourrait avoir un impact un peu plus vaste. Donc très content de pouvoir discuter un petit peu de tout ça avec toi. Est-ce que avant de commencer, tu pourrais peut-être te présenter et surtout nous dire où est-ce que tu as commencé en crypto et même avant les cryptos, j'ai vu que tu avais fait des écoles, enfin une école assez sympa et que tu étais aussi passé par IOTA. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton histoire? Ouais, clairement. Donc Paul Frambeau, j'ai 23 ans. J'ai cofondé Morpho il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Ouais, même plus 3 ans maintenant. Avant ça, j'étais étudiant, donc j'ai fait une prépa en maths info et après j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai fait Télécom Paris et un an à l'X où j'ai étudié globalement algorithmique distribuée, algo de consensus, donc c'est un peu les très vite en gros les technologies qu'il y a derrière toutes les layer 1 type Ethereum, Bitcoin, etc. Étudier un peu enfin, voilà les algorithmes qu'il y a derrière et voilà, pendant mes études, j'ai rencontré tout un tas de personnes intéressantes sur le sujet. Je m'efforçais de prendre un maximum de cours autour du sujet de la blockchain, que ce soit dans les écoles auxquelles j'étais, mais aussi à l'extérieur, au CNAM, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un peu du monde et que je commence à m'intéresser à la DeFi, plus particulier le lending. Et puis c'est de là que j'ai commencé Morpho. Alors en effet, il y a eu j'ai eu une longue période d'exploration blockchain entre je dirais 2016 et 2021 quoi, où bah, j'essaie d'apprendre un maximum tout un tas de choses différentes, dont IOTA d'ailleurs. Mais Euh, t'étais déjà super mais jeune en réalité. Enfin, tu vois, genre de ouais, se dire, ok, la crypto ça va être big, ou en tout cas ça m'intéresse, j'ai envie de passer du temps, etc. à cet âge-là, bah, enfin, en c'est gros, assez ouf moi, quoi. ce qui m'a vraiment intéressé, c'est bah, la blockchain, quoi. Enfin, le concept de
de consensus. Enfin, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est la blockchain de manière générale, est-ce que ça permettait pour l'internet. Puis après, j'ai étudié un peu toutes les différentes structures de blockchain et c'est ce qui m'a un peu attiré chez IOTA. Ils faisaient les choses différemment. Bon, il se trouve que c'est pas un projet qui a jamais trop fonctionné de ce que j'ai arrêté de suivre depuis des années maintenant, euh, mais j'avais fait mon TIPE, donc qui est un peu un espèce de mémoire qu'on fait en prépa sur le scaling des blockchains. Euh, donc voilà, c'est vraiment j'ai commencé assez jeune, ouais. Je pense à 15-16 ans, un truc comme ça. Bah, moi, je trouve ça assez impressionnant, tu vois, de voir quelqu'un comme toi, aussi jeune, genre, travailler sur des projets avec autant d'envergure, etc. Enfin, moi, personnellement, je suis assez impressionné. J'ai fait pas mal de choses assez tôt dans ma vie, tu vois, mais on trouve toujours plus fort que soi. Donc, non, vraiment impressionné par ça. Euh, du coup, tu passes de cette phase d'exploration où tu commences à t'intéresser aux cryptos. Globalement, tu commences à travailler dessus. Tu passes par IOTA. À quel moment tu te dis, OK, on y va pour Morpho, etc. Je suppose que tu avais déjà bien poncé ce qui se passait, par exemple, sur du AV, sur du Compound, etc. Mais voilà, pour te lancer sur Morpho, je suppose que tu avais quand même un regard assez critique sur ce qu'il faisait. Donc, qu'est-ce que Morpho exactement et comment Morpho a évolué depuis le moment où tu t'es lancé sur Morpho et aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que vous avez parcouru un paquet de kilomètres, un paquet d'expériences. Vous êtes passé par pas mal de choses, donc ouais. Ouais. En fait, Morpho, ça part d'une idée très simple, qui est que quand on se balade sur la DeFi en 2021, 2022, et qu'on rencontre les Compound et les AAV, qui sont des protocoles de prêt et d'emprunt, bah, il y a un taux de prêt, il y a un taux d'emprunt, et le taux de prêt, à l'époque, il était 2-3%, et le taux d'emprunt, il était à 5-6%, quoi. Et donc, du coup, il y a un gap entre les deux qui est gros, quoi. C'est genre 2-3% d'écart. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écart entre les deux? Et puis, bon, ensuite, on a cherché un peu ce que c'était qu'AV, ce que c'était que Compound, et on comprend qu'en fait, dans le mécanisme de AV et de Compound, il y a plein de prêteurs, il y a plein de liquidités, mais toute la liquidité est pas utilisée. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'emprunteurs qu'il y a de prêteurs, quoi. Et les prêteurs, en fait, ils vont se partager l'argent qui est payé par les emprunteurs. Donc, par exemple, si j'ai un emprunteur qui paye 3%, ben, je vais peut-être avoir trois prêteurs qui vont chacun se partager 1%, quoi. Et c'est pas hyper efficace, quoi. Parce que en fait, moi, le borrower, je pourrais peut-être être prêt à payer que 2 et un prêteur pourrait être prêt à payer que 2, quoi. Et c'est ce que fait Morpho. Dans notre première version, on a fait un algorithme qui optimisait AAV, où globalement, tu as le taux de prêt, le taux d'emprunt, et Morpho va permettre aux utilisateurs de Compound, par exemple, de se retrouver au milieu et d'avoir un taux à 2% au lieu de 1% ou 2% pour l'emprunteur au lieu de 3%. C'est une C'est mieux sorte pour les emprunteurs, d'arbitrage d'une c'est certaine mieux pour les manière. prêteurs. Ouais, c'est une espèce d'arbitrage de taux où on va matcher en pair à pair les utilisateurs de AAV ou de Compound entre eux pour qu'ils aient un deal un peu meilleur, quoi. Et tout en gardant les mêmes garanties que la pool de lending, quoi. Des garanties de liquidité et les mêmes paramètres de risque. Et en fait, ça marchait bien. Pourquoi? Parce que bah tout simplement, quand tu es utilisateur de AAV, tu vois ce protocole-là, tu dis bah pourquoi pas moi, quoi? Parce que j'aurais à avoir des meilleurs taux, un meilleur matching, et j'aurais la même liquidité et les mêmes paramètres de risque, quoi. C'est comme ça qu'on a grandi sur la première année de Morpho. Donc, j'ai commencé à travailler sur Morpho en deuxième année d'école d'ingé. On a fait une première levée de fonds de 1 million de dollars à l'époque. Puis 6 mois après, je continue de travailler dessus. Il y a un fonds d'investissement américain qui s'appelle Andreessen Horowitz qui m'a contacté et avec qui on a levé 20 millions. Rien que ça. Euh, ouais. Et, et on a lancé un peu de temps après le protocole Morpho en été 2022, je crois à peu près. Et au bout Donc ça d'un an, reste le quand truc même avait bien relativement fonctionné. récent, quoi. Ouais, c'était il y a il y a moins de 2 ans en fait. D'ailleurs, je suis en train de réaliser, ouais, ça fait moins de 2 ans qu'on est live. Le protocole a grandi, dépassé 1 milliard, 2 milliards de deposits. On est devenu un des plus gros utilisateurs, si ce n'est pas le plus gros builder au-dessus de AAV, quoi, et de Compound. Mais en étant nous-mêmes un protocole de prêt d'emprunt, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on était un protocole de prêt d'emprunt qui optimisait les autres protocoles de prêt d'emprunt. Mais c'est fou de se dire Euh, que AV, Compound, etc. sont aussi peu efficients au point qu'il y a un acteur comme vous qui se développe par-dessus eux. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas que ça n'a aucun sens, mais c'est quand même fou de se dire que ça crée une telle opportunité, quoi. ouais, non, je suis assez d'accord.
j'avoue que je suis Tant mieux d'accord, pour vous. c'est étrange, c'est singulier. Non, non, mais c'est singulier. Je pense que AV eux-mêmes et Campan eux-mêmes s'attendaient pas à ce qu'il y ait quelqu'un enfin, un player qui joue ce jeu de l'arbitrage de taux, quoi. Parce que c'est beaucoup d'efforts pour gagner 1%. Tu vois. Mais après, 1%, c'est pour beaucoup Sur d'autres des milliards, c'est pas emprunteurs, c'est mal. beaucoup, quoi. Ouais, voilà, sur des milliards, c'est pas mal. Euh, mais rapidement, quand même, on se rend compte que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que AV, on construit sur AV, mais AV ça bouge souvent. Il y a plein de paramètres de risque. Des fois c'est en pause, des fois c'est pas en pause, des fois ils vont changer leur code, etc. Et quand on construit des protocoles sur lesquels il y a des milliards de dollars et que le protocole sur lequel on est construit bouge, C'est pas c'est souverain du flippant truc, quoi. quoi. Donc vous Ouais, dépendez complètement. forcément d'un tiers qui peut à tout moment. C'est ça. Et un peu comme une API finalement. Tu connectes sur une API en Web 2, on te dit bon bah à tout moment on peut te couper les accès API. C'est un peu, Ça devient j'exagère, c'est un payant, peu les ça. endpoints changent, les rate limits changent, Voilà, c'est etc. ça. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était un peu la promesse du Web 3 de dire bon bah voilà ce problème des API, dans le Web 3 tout va être composable, interopérable, etc. Mais vu qu'on a reconstruit de l'upgradabilité, des poses d'environnement un peu Ethereum, bah finalement, on se retrouve un peu avec les mêmes problèmes. Alors, c'est quand même différent. Hein. AV, c'est une gouvernance qui est décentralisée. On voit les changements venir. C'est pas, il y a plein de bons avantages. Hein. Ce Mais que c'est tu veux quand même dire, c'est que différent. Quoi. jusqu'à maintenant, Morpho était quand même très centralisé, quoi, parce que vous étiez obligé d'avancer vite et de déployer une solution qui marche pour derrière convaincre des gens de participer au système et d'être décentralisé. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est la solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Alors, j'aurais pas dit centralisé parce que c'est un smart contract euh, Dans la gestion qui est plutôt? upgradable. Ouais, mais il y a pas de gestion au sens où on copiait tout ce qu'il y avait, le protocole C'est copie vrai, tout ce qui se passe sur AV c'est en vrai. temps réel. Donc nous, on n'a pas de risk management à proprement parler, on n'a pas de notion de management, de choses à changer. Mais là où en fait pour qu'on se rende compte là où c'est problématique pour nous, c'est quand même, on doit quand même traquer tout ce que fait AV, quoi. Parce que si AV ont un bug dans leur protocole, ce qui est arrivé à plusieurs reprises sur l'année dernière, ils vont upgrader le protocole. Donc ils vont remplacer l'entièreté de leur code euh, par un autre code et en général ils changent une ou deux lignes de code. Donc ils changent une ou deux lignes de code pour fixer leur problème. Mais il n'y a rien qui dit qu'en changeant et en fixant ce problème-là, ils vont pas introduire un bug dans quelqu'un qui construit sur AV. C'est tout le problème avec les protocoles qui s'upgradent. Et en général, les gens Mais du qui coup, ont est-ce qu'ils un discutent pat... avec vous quand il y a ce genre de choses ou est-ce Non. qu'ils sont juste dans Et leur coin? parce que nous, Ok, on est un builder parmi d'autres et ils font l'hypothèse que ça va fonctionner pour tout le monde, mais la réalité, c'est qu'ils en ok. savent rien parce qu'il y a des milliers et des milliers de protocoles qui sont construits sur AV. Alors, il se trouve qu'on est le plus gros et que on a eu des conversations des fois quand c'était un peu chaud, qu'il y a eu, je crois, c'était pendant le DPEC de l'USDC ou ce genre de choses. Il fallait qu'on collabore sur pas mal de choses. Je sais plus si c'était avec eux et Compound, mais enfin bon, bref. Euh, mais ils peuvent juste pas en fait parce il y a trop de personnes qui build sur AV, ils peuvent pas tenir compte de tout le monde, etc. Enfin bon, donc c'est un peu toutes ces expériences, donc que ce soit en termes de ça, de l'upgradabilité et le fait que le protocole est en pause souvent, il y a des paramètres qui sont changés régulièrement, etc. Et d'une part, et puis on voyait aussi pas mal de soucis. Donc le souci d'efficacité qu'on a pu mentionner ensemble, hein, plutôt que voilà, il y avait un spread qui était si important que ça a permis à un projet de lever 20 millions sur ce spread quand même. Euh, et C'était mais Morpho il n'y a pas que ça. Optimizer à l'époque, c'est ça? C'est ça, voilà. Le protocole que je décris depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Morpho Optimizer, parce qu'il optimisait avec Compound. Euh, mais voilà, donc ça a super bien cartonné. Hein. Pendant le bear market, c'était, je crois, le plus grosse croissance de toute la DeFi, quoi. Euh, et mais on a rencontré ces problèmes de résilience, quoi, où c'est difficile de construire sur un protocole comme AAV un truc aussi compliqué que Morpho Optimizer. C'est pas aussi efficace qu'on aimerait. On parlait du taux, mais il n'y a pas que le taux. Il y a aussi quelle est la marge que peuvent prendre les emprunteurs, ce genre de choses. Voilà, AAV a ses limites. Et en fait, on forçait de constater au bout d'un moment qu'en fait, on pourra jamais construire un truc qui est aussi à la hauteur de nos ambitions en construisant sur AV, parce que c'est pas assez résilient, pas assez efficace, pas assez flexible, et qu'il va falloir construire notre propre protocole de lending. Donc ça, c'est un peu la réalisation. Du coup, le Morpho
suit l'image du petit papillon qui commence comme étant une petite chenille dans la pomme, quoi, mais qui progressivement va se métamorphoser et prendre son indépendance par rapport à AV. Et donc c'est comme ça qu'on a introduit MorphoBlue, qui est un protocole de lending qui est complètement indépendant de ce qu'on a fait jusqu'ici, qui pour le coup là est directement en compétition avec AV sur certains plans. Est-ce que vous avez un utilisateur type, tu vois, est-ce que l'utilisation de MorphoBlue est dominée, je sais pas, par des instits, par des VC, par du retail, des particuliers lambda? Est-ce qu'il y a déjà, tu vois, des dominances en termes d'utilisation qui se dessinent? Euh, alors je vais peut-être dire deux mots sur MorphoBlue pour expliquer Bien sûr, la vas-y. réponse que je vais donner dans un instant. Mais en gros, la grosse différence avec AAV, c'est que AAV, c'est une grande pool de capital dans laquelle on dépose son argent. On n'a rien à faire. Les gens de AAV vont manager le capital pour nous. Donc il y a une DAO, ils votent des paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire manager le capital? Globalement, il y a des paramètres de risque. Il y en a plus de 700 dans AAV. Et en temps réel, il faut vérifier que les oracles sont les bons, qu'il faut pas les changer, que le taux de collatéralisation que j'ai pour mon collatéral, enfin voilà, faut pas le changer, etc., etc. Et ça marche un peu comme un fonds, quoi. Alors on dépose son argent dans un fonds, on n'a rien à faire, et le fonds gère tout, quoi. Ou un broker vu qu'il y a des borrowers de l'autre côté, etc. MorphoBlue, c'est une approche qui est différente, où en fait tout cet aspect risk management et management des fonds pour les utilisateurs est externalisé. C'est-à-dire que le protocole MorphoBlue fait beaucoup moins de choses que AAV. Juste le prêt à l'emprunt, mais pas l'aspect risk management. Je m'explique. Je suis prêteur sur MorphoBlue. Bah, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai un protocole qui ressemble beaucoup plus à Uniswap, où il y a des pools indépendantes qui sont complètement immuables Tout est et isolé, quoi. Tout est tout est compartimenté. isolé. Tout est compartimenté, isolé et immuable. Donc chaque pool a son risk profile différent. C'est quoi une pool? C'est un asset qu'on peut prêter, l'USDC, un asset qu'on peut emprunter, WBTC quoi, enfin de Bitcoin, et un tiers de risque. Donc moi je suis prêteur sur AV, je dépose mon argent, j'ai rien à faire quoi. On va le manager pour moi. Je suis prêteur sur MorphoBlue. Bon, c'est bien MorphoBlue, c'est complètement immuable. Il n'y a pas de notion de management, c'est super efficace. Mais si je prête sur MorphoBlue, je dois choisir est-ce que je vais m'exposer à BTC, est-ce que je vais m'exposer à STETH, ce genre de choses. Quoi. Et c'est compliqué. Donc du coup, on a un deuxième protocole on top qui vient gérer ce risk management. Quoi. Et ça, n'importe qui peut venir créer son propre vault dans lequel les gens viennent déposer de l'USDC. Et donc c'est un vault qui est managé, que ce soit par une DAO, c'est permissionless aussi, donc ça peut être managé par n'importe qui. Et après, ces USDC vont être déposés sur ces petits marchés isolés de manière un peu intelligente, quoi, de façon à exposer les utilisateurs à un risque bien précis. Donc voilà un peu l'idée du mécanisme. Et donc du coup, pour répondre à la question de qui sont les utilisateurs de MorphoBlue par rapport à AV, en fait on a toute une catégorie d'utilisateurs qui sont les utilisateurs de AV. C'est les mêmes personnes, il y a les mêmes assets. MorphoBlue c'est un peu plus efficace, même sur certains assets beaucoup plus efficace en termes de taux et en termes de levier. Mais globalement c'est le même profil, quoi, le même personnage. Puis on a tout un tas d'assets que AV peut pas lister parce que voilà, AV c'est une pool globale et plus on liste d'assets, plus c'est compliqué, quoi. Donc je pense notamment aux Liquid Risk Taking Tokens, Real World Assets. Dès Tous qu'il y les a un nouveaux asset qui a une jetons, quoi. Tous compliance, les jetons qui sont moins ouais, voilà, capitalisés. qui ont des risk profiles différents ou des compliance profils différents. Par exemple, il y a des pools sur MorphoBlue. Si vous n'avez pas les bonnes accréditations, vous pouvez pas y rentrer, quoi. Par exemple, parce qu'il faut avoir fait tel onboarding dans telle plateforme, etc., etc. Voilà. Et le tout est basé entièrement sur des protocoles qui sont immuables de bout en bout. La couche de prêt d'emprunt qui est MorphoBlue et le protocole de risk management on top qui sont des vaults en fait. Et tout ça est immuable, quoi, globalement. Il faut le voir vraiment comme on passe d'un système qui est monolithique à un système qui est construit en couches. On Voilà, fait du dans l'idée. sur-mesure, quoi. Où on Ouais, n'essaye c'est pas de ça. réfléchir comment dire, une approche qui fonctionne pour tout le monde. On essaye de permettre à n'importe qui d'amener son approche et à n'importe qui de souscrire à cette approche ou pas, quoi. C'est ça. On est sans opinion, complètement permissionless. Et nous, on run aucun truc, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de risk management à faire, etc. On a tous les meilleurs risk management de l'écosystème qui travaillent sur Morpho, qui ont leur propre vault, qui ont des centaines de millions, voire un milliard maintenant sur MorphoBlue.
dont Gauntlet, qui d'ailleurs faisait ça chez AAV avant, en tant que consultant, qui travaillait pour AAV pour les paramètres de risque de AAV. Et maintenant, il travaille sur Morpho. Donc, il travaille pas pour Morpho DAO. Morpho DAO, voilà, c'est un organe complètement indépendant. Et juste Gauntlet, sur Morpho, va faire leur vault risk manager. Et ça va être un produit pour des utilisateurs. Ce que je veux dire, c'est que c'était une sorte d'entité tierce qui recommandait à AV d'ajuster ses paramètres pour éviter qu'il y ait des folies qui se passent sur le protocole, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Et du coup, d'un point de vue utilisateur, genre c'est majoritairement du retail. Est-ce qu'il commence à y avoir de l'institutionnel? Est-ce que voilà, c'est des family office, etc. Parce que j'ai du mal à estimer, tu vois, la typologie des users. Est-ce que c'est vraiment éclaté et il y a vraiment plein de typologies d'utilisateurs et c'est globalement assez hétérogène, ou est-ce qu'il y a vraiment des grosses dominances qui se dessinent? J'ai vraiment du mal en fait à comprendre Ouais. quelles sont les Euh, dominances. bon, la triste réalité de la finance décentralisée, c'est que c'est quand même beaucoup, énormément, des high net worth individuals, enfin des gens qui ont fait beaucoup de sous pendant la crypto sur les 10 dernières années, quoi. Des fonds DeFi spécialisés dans la DeFi, voilà, qui font des arbitrages de taux avec la finance centralisée et centralized exchange, etc. Et bon, voilà, des family offices, mais c'est un peu dans le même genre que des high net worth individuals. Il y a en termes de volume, la portion que représentent les retails sur Ethereum, du moins, est faible. Et ça reste très endogénique. C'est-à-dire que c'est de la crypto, pour de la spéculation. Les taux sont hauts quand il y a de la spéculation. Donc ça reste très fermé sur soi-même, etc. Alors ça représente c'est une industrie de plusieurs dizaines de milliards quand même, hein. Mais c'est rikiki par rapport à ce qui se passe en finance traditionnelle, où tu as des trilliards de volume tous les jours sur les marchés de prêts d'emprunt surcollatéralisés. Donc voilà, donc on est vraiment encore très très loin d'usage pratique et réel, mais ça vient progressivement. Pour l'instant, on est sur cette audience qui est très DeFi degen, quoi, disons, mais il y a des produits de plus en plus user-friendly pour les, disons, casual users de la DeFi, qui n'ont pas forcément des dizaines de millions à mettre en DeFi, mais qui voilà utilisent ça en remplacement de d'autres alternatives centralisées. Puis on a de plus en plus de players centralisés qui commencent à s'intéresser à la DeFi pour remplacer leurs alternatives d'infrastructures centralisées. C'est très intéressant. Mais voilà, c'est à peu près tout. Disons pour l'instant, ouais, disons, ouais, pour l'instant c'est la majorité, quoi. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à utiliser AV quand tu as une approche comme ça? Enfin, quel est l'intérêt pour moi aujourd'hui de continuer à utiliser AV alors que je peux utiliser Morpho par exemple? Si tu devais peut-être Ouais, je pense. genre Ouais. tourner le truc dans un autre sens, parce que je vois clairement l'avantage d'utiliser Morpho, mais est-ce que il y a des angles morts ou des choses qui sont toujours très pertinentes chez AV pour un utilisateur? Bah, je pense. Enfin bon, il faut donner du crédit quand même à AV pour tout ce qu'ils ont fait. Et ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait beaucoup plus longtemps que Morpho. Je sais pas, ça fait peut-être Plus 7 fiable, tu ans veux ou dire? un truc comme ça. J'aurais pas dit plus fiable, mais juste voilà, ça peut être un argument bon, qui relève plus du Lindy effect et de la psychologie pour un utilisateur, mais ça rentre en compte. Voilà, ils ont Comme un Bitcoin qui existe plus depuis des de années, on lui fait plus de voilà, confiance parce qu'il a bah, ouais. c'est ça, exactement. Il y a une brand qui est vachement plus forte euh, que Morpho, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de followers, je sais pas combien de followers a AAV, mais tu vois, c'est genre C'est des beaucoup. quasiment 1 million, je crois, tandis que nous on a genre 20 000 followers, tu vois, un truc comme ça. Donc le social credit, disons, est un peu différent. Maintenant, en fait, Morpho en tant que tel, c'est pas tout seul. Morpho, c'est juste pas le même produit qu'AV. C'est-à-dire qu'AV, c'est un produit financier. Morpho, c'est une infrastructure financière. Donc, à moins d'être un expert, c'est difficile d'interagir direct avec Morpho. Il faut utiliser le vault de Gauntlet, le vault de Block Analytica, de Stakehouse, de RE7, de Spark, etc. Et en fait, du coup, la question, c'est est-ce que AAV est meilleur que RE7 ou est-ce que AAV est meilleur que Gauntlet, etc. Bon, Gauntlet, on fait le risk management de AAV sur les 5 dernières années, donc ils en connaissent un rayon quand même en risk management. Donc voilà, moi, je leur fais confiance, mais bah, il y a aussi des questions de code, ligne de code. Donc le code n'est pas upgradable dans Morpho et on parle de 600 plus lignes de code sur Morpho Blue et le Vault au-dessus, c'est 7 ou 700 ou 800 lignes de code. Là où AV, c'est 7000 et il est changé régulièrement, etc. Et ça s'est vu hein, que des grosses code bases, quel que soit le talent de la team derrière, des grosses code bases, c'est jamais une bonne chose.
Je pense notamment à Euler, qui est une team que Ah, je maintenir, respecte c'est galère, beaucoup. quoi. Mais ils ont beau être forts, bah voilà, ils ont upgradé leur protocole, ils se sont fait auditer une fois ou deux fois, je sais plus. Ils sont quand même fait hacker, quoi. En fait, on réalise pas à quel point c'est infiniment complexe que dès qu'on dépasse les 2000, 3000 lignes de code et que les vecteurs d'attaque sont vraiment infinis, quoi. Donc, voilà. Et sinon, pourquoi utiliser AAV encore maintenant? Je dirais ouais, c'est juste une question de voilà, j'ai plus confiance dans le risk management à la sauce AAV qui est contrôlé par des token holders, la DAO AAV, etc. Je suis personnel, voilà, mon avis personnel, c'est que c'est pas forcément idéal, mais maintenant ils sont là depuis plus longtemps, donc ils ont une légitimité certaine. Voilà. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. J'ai pu voir une sorte de rivalité ou de clash un peu arriver sur Twitter. Je sais plus, c'était il y a une semaine ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Enfin, des remarques entre toi et Mark Zeller qui du coup contribuent à AAV. Est-ce que c'est un débat de sourds ou une discussion de sourds? Parce que j'ai l'impression que, enfin, quand on comprend l'approche de Morpho, il n'y a pas forcément de débat à avoir ou, enfin, comment toi t'as perçu tout ça? Est-ce que vous avez peut-être pu discuter? Et est-ce que tu peux peut-être expliquer le nerf de la guerre et le fond de la discussion aux gens qui nous regardent? Ouais, alors bon, il y a beaucoup de bruit hein, sur Twitter de manière générale. Tous les jours, j'ai des notifications ou des tweets dans ma timeline des gens affiliés à AV qui vont faire des Mais critiques c'est ou une des opportunité pour remarques vous. sur Morpho. Oui, on peut dire ça comme ça. La réalité, c'est qu'on y porte assez peu d'attention. On est focus sur ce qu'on a shippé et surtout ce qu'on cherche à shipper aussi pour la suite. On est une team qui est focus de manière générale, donc on porte assez peu d'attention au débat avec les autres équipes. Des fois, il faut quand même qu'on réagisse, voilà, quand il y a des informations qui sont fausses, factuellement fausses. Et donc en général, on s'exprime très peu. Moi, je fais un tweet, je tweete pas beaucoup et je J'ai tweete que vraiment regardé, quand j'ai je pas vois trouvé bon, grand-chose. quand je vois il y a le même fait faux, juste faux en fait, qui est répété 5 fois d'affilée. Il y a un moment, je dis bon, Mais je vais comment quand même c'est dire quelque chose possible? parce que Parce que, enfin, je suppose qu'il a passé quand même du temps à regarder ce qui se passe, non? bah, et je laissais chacun faire son propre avis en lisant les tweets, quoi. Parce que des fois, voilà, des fois on peut se poser la question. J'ai lu d'une quantité de tweets qui disaient que Morpho, par exemple, faisait, je sais pas combien de revenus annuels, sachant que Morpho n'a aucun frais d'activer, typiquement. Tu vois. Genre en mode, on n'a jamais fait un seul revenu, on a un fee switch qui est désactivé. Pourtant, il y a tout un tas de Pourquoi? tweets sur les revenus. Mais parce qu'en fait, les gens ne font pas forcément la distinction entre les revenus qui sont faits par les risk managers et les revenus qui Mais sont pourquoi de le fee switch est off, par du exemple? protocole. Ah, et pourquoi le fee switch est off? Ça, c'est toute une conversation. Donc, on peut en parler juste après, mais j'y reviens dans un instant. Et juste pour terminer là-dessus, il y a beaucoup de... C'est assez compliqué quand même, Morpho Blue plus Metamorpho, le modèle global, etc. C'est très facile de De pas s'y bien perdre. comprendre et de parler très fort sur un sujet qu'on comprend pas très bien. Il y a beaucoup de choses implicites aussi. Il y a plein de choses que Morpho Blue ne fait pas de manière très volontaire. Parce que c'est un protocole qui est minimal, sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont reconstruites. Mais bon, peu importe. Donc, le résumé, c'est on porte peu d'attention au débat bah, on Et essaie de rester incompréhension, concentré, même au si des fois final. c'est compliqué. Comment? Et surtout de l'incompréhension, au final, de ce que je comprends. Bah non, je peux comprendre. Enfin, je comprends pourquoi ils réagissent. Hein. Enfin, voilà, Morpho ça a été lancé il y a 3 mois. On est déjà à plus de 1,2 milliard, je crois, de TVL. Bon, pour un protocole qui est si nul, c'est quand même un bon launch, moi je trouve. Mais je comprends pourquoi il y a une réaction. Maintenant, le contenu de la réaction, voilà, je laisse chacun faire son avis en lisant. Voilà. Sinon, pour revenir sur le fee switch, Yes. en gros,
le protocole a une capacité à prendre des frais sur les taux d'intérêt qui sont générés sur le prêt et l'emprunt. C'est quelque chose qui est sur AV, je Et suppose. ouais, c'est quelque chose qui a sur AV, sur tous les protocoles de lending, etc. Et il y a plusieurs sujets quand il s'agit d'activer les frais qui peuvent être pris par le protocole. Il y a des sujets légaux, il y a des sujets stratégiques, etc. Déjà, le premier, c'est qui est le plus important à relever, c'est les sujets légaux. Déjà, c'est pas clair quand on prend un frais sur un protocole. Euh, c'est un revenu pour qui? Est-ce que c'est considéré comme un revenu ou pas? Qui doit payer des impôts dessus? À partir du moment où on génère des revenus et qu'il y a un token derrière, est-ce qu'il n'y a pas une question de securities law? Donc la securities law, c'est la loi aux États-Unis qui classifie certains types d'actifs qui sont voilà extrêmement régulés. Il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de protocoles DeFi qui voilà ont peut-être activé un peu trop rapidement leurs frais sans avoir pris les bonnes précautions et avoir parlé suffisamment au régulateur ça c'est un premier sujet sur lequel nous on est actif. On essaie d'être le plus proactif possible avec C'est les un que là régulateurs pour montrer un petit comprendre c'est peu de quoi se là. dire, genre, tant que la situation n'est pas claire, on préfère par défaut ne pas se mettre dans C'est ces ça, problèmes-là, quoi. c'est ça exactement. Et c'est pas des petits problèmes, hein. C'est des gros problèmes potentiellement. Existentiel. C'est ouais, que j'irais pas jusqu'à dire existentiel, mais Ça rend les choses compliquées, quoi. c'est ouais voilà, c'est des sérieux problèmes. Si par exemple le token est considéré comme étant une security, c'est des très sérieux problèmes aux États-Unis, quoi. Donc voilà, pareil pour l'imposition, quoi. Qui est censé payer des impôts sur tout ça, voilà. Et voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il est plus stratégique, voire un peu vision sur comment les gens voient chacun leur protocole. Et donc, s'il y a un frais, ça veut dire qu'il y a de la création de valeur. Bon, en général, dans les projets qui sont legit. Et donc, elle est où la création de valeur? La création de valeur, elle est déjà pas au même endroit quand c'est AAV et quand c'est Morpho. Quand c'est AAV, elle est à deux endroits. Elle est dans le management et le fait que le produit soit super facilement utilisable. Tu déposes ton argent sur AAV, les gens ils vont upgrader tout pour toi, ils vont faire les audits de code pour toi, ils vont faire le risk, enfin voilà, le risk management pour toi, le day to day, tu vois, des opérations. Puis la finance, ils vont payer les gens. Donc bref, ça justifie. Il y a un frais de maintenance quoi, globalement. Donc ça c'est une partie des frais. Et une autre partie des frais vient du fait que AAV, si demain quelqu'un copie AAV, on peut pas emprunter sur une copie de AAV parce qu'il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas d'effet de réseau sur une copie de AAV. Donc Donc la AAV en valeur, fait a la capacité de c'est l'effet prendre. de réseau, c'est ça que tu veux dire. Exactement. C'est la grande partie de la valeur de AAV, c'est l'effet de réseau et la maintenance. Voilà, c'est les deux trucs. Morphoglue, il n'y a pas de maintenance parce que tout est immuable et tout est géré par le marché. Par contre, il y a l'effet de réseau. Et donc, du coup, le seul truc sur lequel le protocole est capable de charger et sur lequel il crée de la valeur, c'est l'effet de réseau. C'est une création de valeur qui est plus faible que AAV parce que pour différentes raisons, voilà, AAV a des meilleurs effets de réseau dans leur protocole, donc ils sont capables de charger plus. Mais c'est beaucoup plus scalable du côté de Morpho parce qu'on peut adresser tous les marchés, etc., etc. Voilà, c'est une approche qui est Donc, différente. légal, aussi un moyen de gagner de l'attraction assez rapidement. Et dès que vous sentirez que d'un point de vue légal, ça peut se résoudre, en tout cas que c'est plus clair, et que vous serez plus légitime en termes d'effet de réseau, ou en tout cas qu'il y aura encore plus d'effet de réseau, là, ce serait davantage justifié, c'est ça que je veux dire. Ça, et on serait obligé de prendre un frais qui est inférieur à la valeur qui est créée par le protocole. Je m'explique, qui est créée par l'effet de réseau du protocole. Je m'explique. Si on commence à charge 25%, peut-être que c'est trop et que les utilisateurs, on peut même pas d'ailleurs dans le protocole, je crois la limite c'est à 20%, un truc comme ça. Mais si on charge trop, les gens ils vont copier Morpho, ils vont faire la même chose sans les frais quoi. C'est un code qui est open source à partir du moment où le fee switch il est activé. Donc voilà. Moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est, tu vois, le développement d'Ethereum. De ce que j'ai compris, Morpho actuellement, c'est que sur Ethereum. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les gens utilisent bien plus qu'Ethereum. Les gens vont sur les L2, ils vont sur Base, ils vont sur Blast, ils vont sur Arbitrum, ils vont sur plein d'options en fait, plein de L2. Même en dehors de ça, il y en a beaucoup maintenant qui commencent à faire de la DeFi sur Solana. Il y en a qui veulent en faire sur Bitcoin. Enfin, on veut en faire partout et au final, on se rend compte que l'écosystème est un peu en train de s'éparpiller, en train de fragmenter toute l'équité et toute l'utilisation de la blockchain. Est-ce que Morpho a vocation à être multi-chain, à être cross-chain? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est au final ça le futur d'une certaine manière. C'est de profiter un petit peu de l'effet de réseau de tous ces réseaux-là, de tous ces L2, de toutes ces chaînes, etc. Et aussi de se rapprocher d'une réalité où
moi, j'ai à la fois des assets sur Ethereum, mais j'ai aussi des assets sur Solana, j'ai aussi des assets sur DL2. Donc, j'ai envie de pouvoir utiliser Morpho sur plusieurs de ces chaînes-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui arrive et quelles contraintes ça apporte, ça amène? Parce que je suppose que si c'était facile, vous l'auriez peut-être déjà fait. Ouais. Alors c'est une considération stratégique dans le sens où jusqu'à il y a pas longtemps, déployer sur une L2 pour un DeFi protocole, c'était une perspective d'augmentation de la TVL de 10-20%, pas plus. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de diviser son focus en deux pour aller chercher 10-20% de TVL en plus? Pas sûr. Voilà. Peut-être, il y en a qui considèrent que oui et qui l'ont, je trouve, AAV, pour le coup, ils ont vraiment très bien fait ça. Ils ont réussi à se déployer sur je sais pas combien de réseaux différents. Ils arrivent à manager je sais pas combien de protocoles différents. Et ils le font très bien. Et Mais en tout peut-être cas, le à moment ma où tu connaissance, il n'y commences a à le pas eu. faire, peut-être que le moment où tu commences à le faire, en mode tu te dis, ok, j'attends que ça vaille le coup, et quand ça vaut le coup et que tu commences à le faire, en fait, tes concurrents ont pris tellement d'avance sur toi que en fait, genre, en fait, t'auras même toi du mal à capturer peut-être cette part de marché. Ouais, c'est une possibilité. C'est pour ça que je dis que c'est une considération stratégique. Il y a plein de dimensions. C'est difficile d'avoir une réponse ferme. Nous, on a considéré que les Layer 2 aujourd'hui, c'était pas suffisamment attirant. Il n'y avait pas d'order flow spécifique aux Layer 2. Il y en a un petit peu, mais je veux dire, il y a des gens qui ont de l'argent sur des Layer 2 parce que l'argument, l'avantage aujourd'hui, c'est juste les frais qui sont moins chers. Il n'y a pas beaucoup plus d'arguments que ça pour deploy sur une Layer 2 aujourd'hui. Parce que ça veut dire D'ailleurs, qu'un au un contraire, petit user peut pas utiliser Morpho, quoi, actuellement. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais nous, l'idée, c'est de voir très très long terme et de voir c'est quoi le chemin le plus fiable pour nous pour révolutionner la finance, quoi. Et peut-être que la réponse à cette question, c'est s'occuper des petits users maintenant ou s'occuper à des petits users à un moment où c'est plus stratégique et on essaiera de s'occuper du monde entier, quoi, globalement. Euh, et il se trouve que si on commence à, par exemple, je dis n'importe quoi, à deploy sur une autre layer, une layer 2, qu'on passe beaucoup de temps sur ces petits users et que ces petits users, ils représentent, je dis n'importe quoi, 10 millions de TVL, là où Morpho en a 3 milliards, et ben on a divisé notre attention en deux, là où on devrait se focus à faire grandir le truc Ethereum. Et donc du coup, on est plus compétitif. Et donc du coup, dans 10 ans, on n'aura pas révolutionné la finance comme on comptait le faire. Et, euh, et donc tout ça nous amène au truc de layer de oui, c'est génial. Tout semble converger vers ça, même sur toutes les chaînes, même pour Solana, etc. Mais disons qu'il y a une question de timing, quoi, et de raison de pourquoi est-ce qu'on déploie sur une layer 2 plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est juste parce qu'on nous propose $1 million de grants, ou est-ce que c'est parce que il y a un réel order flow qui va venir, qui est spécifique à une layer 2 plutôt qu'à une autre, etc. Mais est-ce que proposer Morpho sur 10 L2, ça prend 10 fois plus de temps que proposer Morpho sur un L2? Ou est-ce que, tu vois, parce qu'en fait, à un moment, il va y avoir ce calcul-là aussi. De si, enfin, si au bout d'un moment, il y a tellement de L2 et tellement de liquidités à capturer et que, au final, c'est le même temps de couvrir un L2 et 5, peut-être que c'est ce moment-là où le shift se fera. Est-ce que, du coup, c'est proportionnel ou pas du tout? Non, t'as raison, il y a des économies d'échelle. C'est pas le même coût de deploy sur la première L2 que de deploy sur la deuxième, que de deploy sur la troisième. Il y a plein de choses qui se factorisent. Encore une fois, c'est ce que AV a très bien fait. Mais voilà, c'est une question de trade-off. Aujourd'hui, on pense que pour l'instant, Mais si vous pouviez le pour faire, vous nous, le feriez. si on voyait suffisamment de valeur à le faire, on le proposerait à la DAO, ouais. En 2022, on a eu la faillite de FTX. Est-ce que tu as senti que le vent a tourné d'une certaine manière et que les gens sont beaucoup plus actifs sur la DeFi ou que la DeFi gagne en traction? Ou est-ce que c'est encore assez décevant selon toi? Parce que moi, personnellement, je me serais attendu à ce que la DeFi vraiment prenne des proportions bien plus importantes depuis la faillite de FTX parce que enfin, ça montre quand même que les entités centralisées, bon, on peut pas trop leur faire confiance ou que c'est assez compliqué de leur faire confiance. Donc, quel est un petit peu ton regard sur ce qui s'est passé depuis la faillite de FTX? Euh, Plusieurs choses. Je dirais, d'un point de vue DeFi, c'est toujours décevant. J'ai beaucoup entendu là sur les 3 derniers mois, DeFi is back, voilà, il y a de nouveau des bons C'est taux, beau. du bon levier, etc. Et tout. Euh, je suis pas d'accord. Je suis de très près l'activité on-chain. C'est toujours les mêmes utilisateurs, juste ils sont plus riches parce que les prix ont fait x2. Euh, et voilà, j'exagère. Il y a eu quelques personnes qui sont revenues parce que les taux étaient hyper élevés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les taux sont très élevés, mais le capital n'est pas forcément revenu. Ce qui veut dire que le risque premium que les gens associent à la crypto et à la DeFi est plus élevé qu'avant. Et bon, en tout cas, c'est comme ça que
Ou alors la demande pour levier est plus élevée. Enfin, c'est difficile à dire dans quel sens c'est. Mais en tout cas, ça c'est pas si bien arbitré que ça, je trouve. Et d'ailleurs, Etena, ça en est un peu la preuve, enfin pour plusieurs raisons. Euh, donc tout ça pour dire, moi personnellement, je suis un peu déçu, quoi. Je pense que c'est toujours pas intéressant. En tout cas, de la manière dont moi j'aimerais que ce soit intéressant. Mais je suis content. Enfin, comment dire, Ça va dans le bon sens, je- mais c'est lent. j'ai espoir que, ouais, voilà, c'est ça. J'ai espoir que ça finisse par arriver. Les bonnes primitives sont en train d'être construites, les bonnes abstractions, la bonne scalabilité, la bonne privacy. Et c'est juste un espèce de mélange de tout ça qui va faire qu'on va finir par y arriver au final, quoi. C'est beaucoup d'infra. Voilà, on parle de layer 2, mais l'interopérabilité entre les layers 2, comment est-ce qu'on peut avoir de l'atomicité entre deux layers 2, ce genre de choses, quoi. Et ouais, du coup, ça va venir. Juste, faut prendre son mal en patience, comme toujours avec la blockchain. Et, euh, et quand on aura une infra qui permet réellement de faire des use cases DeFi, là, je pense qu'il y aura beaucoup de disruption parce que ça va changer beaucoup de choses sur les mécanismes DeFi. Parce qu'il y a il y a beaucoup de la DeFi qui a été inventée sous beaucoup de contraintes, sur la contrainte d'une blockchain qui voilà est pas très performante. Donc il y a des nouvelles boîtes qui vont arriver, qui vont bah voilà mettre en danger des Uniswap ou autres de mon point de vue. Même si je pense que Uniswap est une super boîte, une super DAO. Mais donc voilà, en résumé, légèrement déçu quoi, depuis FTX. Mais même avant FTX, en fait, c'était juste la frénésie poussée à l'extrême. C'est toujours un peu les mêmes users. Il y en a une partie qui s'est refroidie et qui est partie. Il y en a qui sont un peu revenus là début d'année, mais au global, c'est reste très endogénique, très fermé sur nous-mêmes, etc. Aujourd'hui, quand je vais voir ma banque, je peux avoir un effet de levier qui est assez important, tu vois, d'un point de vue emprunt. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à quelque chose de similaire un jour en DeFi ou est-ce que c'est structurellement impossible? Parce que en réalité, tant qu'on n'a pas ce vrai effet de levier d'une certaine manière en DeFi, ça va être difficile de convaincre énormément de gens d'utiliser la DeFi peut-être. En tout cas, ça peut peut-être limiter le succès de la DeFi. Donc, comment est-ce que tu envisages, tu vois, le lending borrowing d'ici 2 3 ans et ce problème d'effet de levier que le système traditionnel n'a pas? Ouais. Euh, En gros, je pense que c'est qu'une question de comment on formule qu'est-ce que c'est que le collatéral et qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce qui est sous-collatéralisé, qu'est-ce qui est sur-collatéralisé quand on prend un emprunt. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui en DeFi, on fait souvent la reproche pour prendre un emprunt, il faut apporter plus d'argent que ce qu'on emprunte. Il faut apporter plus de valeur que ce qu'on emprunte. Alors que en finance traditionnelle, on peut faire des emprunts qui sont sous-collatéralisés, à savoir que on prend un emprunt et on nous demande pas d'apporter plus d'argent que ce qu'on emprunte, enfin plus de valeur que ce qu'on emprunte. La réalité quand même, c'est que quand on demande un emprunt, il y a une analyse un peu de la personne qui prend l'emprunt, on essaie d'estimer sa valeur. Il y a une certaine forme de collatéral qui est juste plus abstraite, où le banquier ou la personne qui va prêter l'argent va chercher de la valeur dans les assets qu'on a, que ce soit les diplômes, que ce soit les garants, Nos que ce soit revenus, nos biens. l'immobilier, Hmm. les cash flows, voilà, etc. La bonne nouvelle, c'est que la majorité de tout ça, on peut le tokeniser. On peut avoir un acte de propriété immobilier tokenisé, on peut avoir un diplôme tokenisé, on peut avoir des cash flows tokenisés. Euh, et tokeniser, ça veut dire quoi? Ça va apporter une preuve numérique et factuelle que voilà, on a bien un actif. À partir du moment où on a tout ça dans un environnement numérique, et ben la DeFi peut intervenir et commencer à dire d'accord, vous remplissez cette contrainte, cette contrainte, cette contrainte, j'accepte de prendre tous ces éléments en tant que collatéral pour prendre un emprunt. Et un emprunt qui ressemblait à quelque chose de sous-collatéralisé, soudainement, parce qu'on a rendu plus vaste Beaucoup plus le rationalisé. collatéral disponible, en fait devient voilà exactement devient surcollatéralisé ou sous-collatéralisé. Donc en gros le point de vue qu'on a là-dessus, c'est que tout ça c'est la même chose. C'est juste que il y a du collatéral plus ou moins liquide, plus ou moins, enfin voilà, c'est pas, c'est qu'une question de formulation. Donc on y arrivera à mesure qu'on digitalise de plus en plus l'économie et qu'on a des primitives qui permettent d'accepter tout type de collatéraux, etc. Et voilà. Je trouve que c'est assez excitant quand même. Enfin, moi, c'est ce qui m'excite le plus. Alors, je suppose que ça va prendre pas mal de temps, mais tu vois, acheter mon appart en USDT, faire un emprunt sur Morpho, sur AAV pour le payer, etc. Enfin, je trouve ça plutôt sexy. Et en termes d'égalité des chances et de d'accessibilité à l'emprunt, c'est quand même sympa. Alors, ça n'empêchera pas qu'il y aura des analyses et que tu auras quand même des problèmes que tu retrouveras en DeFi. C'est pas parce que tu es en DeFi que d'un coup tout est permis et qu'on va te prêter beaucoup plus. En partant du principe Mais que au moins les tout ce règles que tu sont as claires. dit sera exactement. Au moins, il n'y aura pas d'injustice à ce niveau-là. Tu auras des critères qui sont clairs
et tu pourras directement savoir si t'es éligible ou pas et peut-être que tu seras moins jugé au faciès ou par d'autres facteurs Complètement, ouais. qui sont assez fous. Euh, Si tu devais un petit peu nous parler du futur encore une fois de la DeFi, euh, on voit de plus en plus de gens parler de Real World Assets. Est-ce que c'est quelque chose qui sera prochainement intégré sur Morpho? Enfin, je suppose que c'est permissionless, donc ça pourrait Il déjà y en a déjà, l'être. ouais. Ok. On a 5 ou 6 real world assets déployés sur le protocole. Enfin, quels sont-ils, tu vois? Et aussi, à quel point on est loin d'une certaine maturité, tu vois, sur les real world assets? Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ou est-ce qu'on est à l'aube de quelque chose d'assez nouveau qui pourrait prendre beaucoup de place? Parce que, en soi, cette narrative, je la trouve extrêmement intéressante. Et c'est aussi une narrative qui nous permet de faire beaucoup plus de choses en DeFi et surtout d'envisager du lending borrowing en bear market, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, enfin, en gros, en crypto, on profite du bull. Et puis, lorsqu'on sort son argent en bear market, on sait plus trop quoi en foutre, quoi. Complètement. On a un vault sur Morpho qui s'appelle Stakehouse, donc qui est la team real world asset de Maker, qui est le stablecoin DAI. Et en fait, Stakehouse, ils ont un vault du USDC où vous déposez votre USDC et en bull market, ils vous exposent à des blue chip crypto assets, donc STX, WBTC, et en bear market à des treasury bonds, quoi. Donc vous avez le meilleur des deux mondes et vous retombez jamais en dessous des taux de la TradFi, quoi. Et, voilà. Et ça, c'est possible parce que voilà, Morpho est tel que c'est. Mais voilà un peu l'idée, quoi. Je pense que les real world assets, c'est très vaste majorité de la croissance qu'il va y avoir en DeFi dans les prochaines années. Ça ressemblera, j'espère, pas trop à la DeFi qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est obligé parce En qu'aujourd'hui, fait, si ça évolue pas, on aura échoué. ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est très très contraint, quoi. C'est très compliqué de faire des real world assets on-chain pour plein de raisons, des raisons légales, des raisons de confiance, savoir voilà, est-ce que le token que j'ai sur Ethereum, il vaut vraiment quelque chose, il représente vraiment quelque chose, est-ce qu'il vaut quelque chose aux yeux de la loi, voilà. Euh, et donc il y a plein d'approches différentes, il y a plein de projets. On a eu une vague d'investissement pendant le bear market où justement ces produits devenaient soudainement intéressants. On a une vague d'investissement, des fonds d'investissement dans tous ces projets real world assets, quoi, pendant 6 mois, un an. Donc on peut s'attendre que d'ici un an à 2 ans, il y ait les résultats de ces investissements, donc des boîtes qui commencent à sortir des produits sympas, intéressants, qui s'intègrent mieux avec la DeFi, etc. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Et est-ce que, en soi, l'arrivée de BlackRock n'est pas une bonne nouvelle dans le sens où ils sont quand même en train de pousser pour ça d'une certaine manière? C'est-à-dire que on les voit un petit peu comme les grands méchants, mais est-ce que l'arrivée des ETF, ça va pas juste mettre un gros coup de projecteur sur la crypto et sur ce qui se passe en DeFi? Est-ce que leur implication dans les real world assets, ça va pas faire autant progresser la DeFi que d'autres choses qui sont plus crypto-native, tu vois? Genre, de quel œil tu vois un petit peu ce que BlackRock essaie de faire avec son tokenized fund sur Ethereum, ou même ce qu'ils essayent de faire avec Ondo ou Securitize? Ah, bah moi hyper positif. Enfin, je pense que c'est top qu'ils fassent ça. Je suis curieux de comprendre stratégiquement comment ils voient leur Comment ils se implication dans projettent, un quoi. monde. Hmm. Voilà, comment ils se projettent dans un monde avec la DeFi, avec Ethereum, etc. Il y a un moment où il y aura un peu un clash quand même. Bah voilà, c'est fait. Ethereum tel que c'est fait pour faire diminuer enfin, faire descendre le pouvoir naturellement de diminuer la centralisation qu'on a dans les institutions financières et c'est des institutions qui incarnent toute la Ça. centralisation des Hmm. systèmes financiers, etc. Donc il y aura un clash à un moment, mais je pense que le fait qu'ils bougent, c'est que peut-être qu'ils ont déjà fait toute la machine. En fait, il y a deux scénarios. Peut-être qu'ils se sont dit que Euh, c'est inévitable et voilà, autant c'est ça. l'embrace que genre d'essayer de push Exactement. back, quoi. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est le scénario idéal. Après, il y a un autre scénario où, voilà, c'est un scénario de takeover où on se dit, bon, voilà, on va prendre l'emprise du truc, etc. La bonne nouvelle, c'est que Pour c'est le quasiment contenir. impossible de faire ça. Hmm. Donc, voilà, j'aime croire qu'ils se rendent compte que ça va être une fuite en avant, que les marges de la finance traditionnelle vont diminuer inévitablement et que ce sera les players qui bougeront les premiers qui en souffriront le moins.
Euh, on verra. Je voulais peut-être terminer, parce que je sais que tu as très peu de temps, avec tout ce qui se passe sur la narrative risk-taking, tout ce qui se passe avec le liquid risk-taking, les LRT, etc. De quel œil tu vois ça? Est-ce que genre, c'est la suite logique des choses, ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, tu vois? Parce qu'on a vu que Vitalik était assez critique à cet égard-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que maintenant qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, ça va être difficile de l'arrêter, quoi. À part s'il y a quelque chose d'assez traumatisant. Est-ce que toi, tu fais confiance dans le développement de cette narrative? Tu fais confiance dans, je sais pas, dans l'équipe derrière Eigenlayer, ou les gens qui bâtissent ça? Ou est-ce que pour toi, c'est fugazi et c'est quelque chose qui est amené à disparaître? Alors, bon, le disclaimer, je suis pas super deep dans Eigenlayer. Enfin, C'est surprenant quand même. j'ai rencontré Seram, Brianna et compagnie. Ils ont l'air super et tout, mais la réalité, c'est que moi, je suis pas capable de comprendre, enfin, tout ce qui se passe, quoi. Il y a beaucoup de choses. C'est pas hyper clair pour moi, tous les use cases qu'on peut faire avec. Il y en a que je comprends bien, genre data availability, etc. Mais voilà. Et j'ai le sentiment que les LRT, en tout cas moi, l'image que j'en reçois, encore une fois, c'est pas un avis qui est hyper informé, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'excitation pour l'instant, peu de use case. Est-ce que c'est ce Mais qu'on on n'avait comprend quand pas d'une même. certaine manière avec la DeFi au début? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'on voit bien quand même conceptuellement comment Eigenlayer peut devenir un truc gigantesque, quoi, et super utilisé et génial. Mais il y a aussi des concerns. Enfin, bon, le concept d'Eigenlayer qui devrait un peu réutiliser le consensus d'Ethereum à d'autres applications que sécuriser la blockchain d'Ethereum. Ça a des sérieux soucis de, bah, ça va un peu overload. Enfin, ça va augmenter la charge sur les nœuds Ethereum qui veulent run l'algo d'Eigenlayer. Donc du coup, ça pose des soucis peut-être un peu de centralisation pour Ethereum. Bon, il y a des sujets. Franchement, je suis pas hyper bien informé. T'as regardé Pendle peut-être L'équipe a l'air aussi? très sérieuse, hein. Comment? T'as regardé peut-être un petit peu Pendle, etc. Est-ce que c'est une voie que Ouais, bien sûr, Morpho ouais. pourrait prendre d'une certaine manière? Ouais, bah, on a beaucoup en LRT, je crois, on a peut-être 200 millions, 100 millions, je sais plus exactement les chiffres, je dis peut-être n'importe quoi. Mais, on a pas mal de LRT dans Morpho, sur un peu un mécanisme similaire de Pendle, à savoir que d'un côté, il y a des gens qui empruntent de l'ETH avec des LRT, en tant que collatéral. Et, euh, et ces LRT, bah, ils ont une distribution de points, qui, ont Encore. globalement de l'ownership dans le protocole. Donc les gens qui pensent que plus tard, Eigenlayer aura des use cases, qui permettra au LRT de sécuriser ces use cases, qui permettra au LRT d'accroître de la valeur dans un token, ce qui permettra au point d'avoir de la valeur, pensent que ça vaut beaucoup. Et donc ils sont prêts à emprunter très cher de l'ETH, ce qui fait monter les taux de l'ETH. Et c'est intéressant. Et voilà, et donc Morpho, Blue, je sais qu'il y a certains risk managers, ils sont spécialisés là-dedans et ils en font pas mal. Peut-être pour clôturer cette interview, euh, comment est-ce que toi tu utilises Morpho? Est-ce que tu as des stratégies personnelles que tu fais tourner, et pourquoi tu les fais tourner? Parce que je suppose que bon, tu connais très bien Morpho et peut-être que tu vois des choses que nous on voit pas. Donc est-ce que voilà, comment tu utilises Morpho? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont assez intéressantes, ou des trucs qui peuvent servir aux gens qui sont restés jusqu'au bout de cette interview? Ouais, bon, il y a plusieurs use cases. Déjà, je suis pas un advisor financier, etc., mais juste pour expliquer le mécanisme, comment ça fonctionne, c'est quoi les use cases qui sont possibles avec Morpho. Globalement, il y a les gros use cases, c'est quoi? J'ai un asset, je veux générer du yield dessus de manière passive. J'ai du USDC, ETH, tout ça, USDT, enfin tous les trucs classiques. Je peux les déposer sur Morpho et gagner des intérêts. Ça, c'est une première chose. Ce que je peux faire sur Morpho que je peux pas faire sur Aave, c'est des assets un peu plus long tail, quoi. Par exemple, les nouveaux assets type USDA, qui est le stablecoin de Angle Protocol, qui est une team française absolument exceptionnelle. Bah, elle est disponible sur Morpho, donc vous pouvez générer des intérêts à USDA en déposant sur Morpho. Donc voilà, générer du yield passif, quoi, globalement, c'est possible en utilisant les wallets de Morpho. On est dispo sur toutes les wallets DeFi, etc. Tout le monde a un peu un tech Morpho. Euh, et côté emprunteur, bah, j'ai un asset et je veux l'utiliser pour voilà, avoir du cash à disposition, ou pour augmenter mon exposition à un asset particulier, que ce soit l'ETH, mais aussi au STETH. Donc un trade qui est très connu dans Morpho, c'est voilà, j'ai du STETH qui yield à 3,5%. Je peux emprunter de l'ETH à je sais pas 2%, et je peux répéter cette opération, et donc du coup je peux monter mon taux à 10%, quoi, quelque chose comme ça.
Voilà. Alors il y a tout un tas de risques, hein, si STI se dit PEG, etc. Je laisse les gens se renseigner. Mais voilà, c'est aussi une autre chose qui est possible. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour les gens qui sont restés jusqu'au bout, sur Morpho, sur ce qui arrive, sur comment te suivre? Non, je dirais juste simplement j'encourage les gens toujours à mener des recherches un peu approfondies et sur les fondamentaux des protocoles et surtout de pas oublier pourquoi on fait de la DeFi, quoi, et de la finance décentralisée ou même de la crypto en général. Il y a des vraies raisons profondes au-delà de la spéculation de pourquoi on fait tout ça. C'est toujours intéressant de se reposer la question encore et encore et encore. On apprend toujours plus. Je trouve qu'il y a extraordinaire dans cet écosystème, c'est que euh, en se reposant cette question de pourquoi on fait ça, on trouve toujours des nouvelles réponses. On approfondit toujours le pourquoi de on est là et pourquoi on fait ce qu'on fait. Et de mon point de vue, c'est ce qui est le plus important. Et ce qui fait que dans 10 ans, on pourra revenir en arrière et se dire ah ouais, vous vous rappelez quand c'était comme ça. Maintenant, c'est en train de s'utiliser par tout le monde dans la vie courante, etc. Et non pas l'inverse. J'aimerais pas qu'on se regarde dans 10 ans en se disant bon bah ce truc maintenant qui n'a servi à rien à part de la spéculation puis qui est devenu C'est interdit cringe. parce que ça n'a pas montré d'utilité. Ouais, voilà, ce genre de choses. Et donc bon, j'encourage les gens à essayer de regarder les fondamentaux, quoi. Ça marche. Merci beaucoup pour ton temps, Paul. Bye. Merci.